Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux cet après-midi au Salon du Livre d'Alençon. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir et d'interviewer Jérôme Fourquet cet après-midi. Bonjour. Voilà. Ah, le micro, il ne fonctionne pas aussi bien que le mien. C'est vous qui avez la parole. Ouais. Il faudra parler plus fort. Ah, voilà. Ouais, super. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà. Donc Jérôme Fourquet, qui est entre autres l'auteur de L'Archipel français, La France sous nos yeux et La France d'après, qui est le dernier. Exactement. Alors, moi, je commencerai par dire que c'est assez difficile de vous assigner dans une case entre politologue, analyste de sondage d'opinion, essayiste. J'ai relevé aussi que vous décrivez votre travail comme celui d'un géologue étudiant les traits de coupe faits sur la strate sociologique de la France. Alors, comment vous vous définiriez ? Donc, peut-être par mon métier, qui est de travailler dans un institut de sondage. Et donc, travailler dans un institut de sondage, c'est réaliser des sondages, mais au bout du bout, c'est surtout analyser, observer la société dans laquelle on évolue. Et donc, c'est ça qui m'anime. C'est une passion qui est maintenant ancienne chez moi. Ça a conduit au choix des études que j'ai faites. J'ai fait un institut d'études politiques, où j'ai aussi étudié la géographie. Et donc, j'essaie de marier ces différentes approches et ces différentes disciplines, toujours dans le même but, c'est d'essayer de donner à voir, d'analyser la société française et ses évolutions qui sont nombreuses. Oui, justement, vous parlez de géographie et on voit dans vos 3 ouvrages que vous vous employez à décrypter les motivations économiques, sociologiques, démographiques du vote en découpant la France par département, entre métropole, ruralité, aussi zones, régions montagneuses, régions de plaine. Et justement, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à cette géographie électorale plus particulièrement ? Alors, au cours de mes études supérieures, j'ai été en contact avec des grands auteurs qui ont marqué cette discipline. Vous en citez beaucoup dans vos livres. Voilà, donc il y en a un qui s'appelle André Siegfried, qui avait écrit le tableau politique de la France de l'Ouest. Donc on est en plein dans le sujet ici à Alençon. Un peu plus tard, j'ai découvert un auteur qui s'appelait Paul Bois, qui a écrit un livre qui s'appelle Paysans de l'Ouest, donc c'est sur le département de la Sarthe, sur les comportements électoraux dans ce département et en quoi on pouvait les lire géographiquement. Donc ça m'a toujours passionné. Et quand j'ai rejoint l'IFOP, la démarche est un peu plus, j'allais dire, jacobine ou nationale. On fait tout depuis Paris. Et nos échantillons, en général, c'est 1000 personnes. Et donc il y a une dimension qui est souvent évacuée, c'est la dimension géographique. C'est-à-dire qu'on va analyser les opinions des gens, leurs comportements, leurs habitudes, en fonction de leur âge, du critère homme-femme, de la profession, de leurs orientations politiques ou religieuses. Mais avec 1000 individus, quand vous projetez ça sur le territoire national, ça ne fait pas beaucoup de matière pour pouvoir avoir une lecture géographique des choses. Or, moi j'ai la conviction que l'endroit où vous habitez, l'endroit où vous vivez, conditionne beaucoup de choses. Alors soit que ce soit un choix subi, compte tenu de votre métier, compte tenu de votre niveau de revenu, vous êtes obligé d'habiter dans telle commune ou dans tel quartier. Mais donc du coup, il y a une forme de relégation, de résignation qui peut exister, ou que ce choix soit, le lieu dans lequel vous résidez soit le fruit d'un choix. Tout ça va conditionner encore une fois votre vision du monde, votre façon de vivre et, in fine, aussi vos comportements électoraux. Donc j'ai toujours à cœur, c'est une marotte, mais c'est aussi une conviction de rapprocher les données que nous on produit avec la dimension géographique. Et puis, je me suis rendu compte aussi en écrivant ces livres que prendre comme clé d'entrée le territoire, c'est souvent une clé d'entrée qui parle pas mal au lecteur, parce que le lecteur peut se dire mais vous parlez d'un coin que je connais, ou ça m'a donné envie de découvrir cet endroit-là, ou j'avais pas vu ça sous cet angle. Et en fait c'est très concret l'approche géographique. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que j'essaye de m'y intéresser.
Mais alors justement, cette carte ou ce territoire, à quoi il ressemble? Enfin, à quoi elle ressemble cette carte électorale de la France à peu près aujourd'hui, on va dire, même si elle bouge très vite. Oui, alors on a parlé on est ici à Alençon et donc on a parlé d'André Siegfried tout à l'heure, donc qui est le père de la géographie électorale française. Donc il écrit son fameux livre Tableau politique de la France de l'Ouest en 1913. Et donc il dresse un espèce de cadastre électoral de tout l'ouest de la France. Donc en gros, il ne savait pas, mais c'est la zone de diffusion de Ouest-France actuellement. Vous voyez, c'est les Normandies, la Bretagne et la Pays de la Loire. Et pourquoi il travaille sur ces régions-là? Parce que lui était plutôt républicain dans l'âme. Et il constatait que dans cette France de l'Ouest, on restait quand même assez réfractaire, hormis certaines micro-régions, à la République et à la Révolution. Il essaie d'en percer les explications. Et ce faisant, il dresse un cadastre électoral, en fait. Bon. Et quand vous regardez ce que Siegfried a écrit et ce qu'il a décrit de la réalité électorale de l'ouest de la France, en gros, tout ça était encore valide jusqu'au milieu des années 80. Les lignes de clivage qui existaient ici dans le Grand Ouest, entre la gauche et la droite, qui remontait à très loin. C'était l'affrontement entre les bleus et les blancs, c'était les cantons catholiques versus les cantons déchristianisés. Même si on n'allait plus tellement à la messe dans les années 70-80, les habitudes électorales étaient si fortement ancrées et les sociologies n'avaient pas tellement évolué, et ce qui faisait que ce que racontait Siegfried était encore valide. Et puis, il ne vous a pas échappé que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, là, on est passé à toute autre chose. Et c'est ça que j'essaie de raconter dans le dernier livre, en partant de l'idée que le Big Bang électoral auquel on assiste depuis 2017, l'effondrement des grands partis traditionnels, tout ça, en fait, n'est qu'une mise en conformité tardive du paysage électoral avec la réalité profonde du pays qui a lui-même beaucoup évolué. Alors, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un nord-sud, est-ouest? Alors, aujourd'hui, si on devait regarder il y a plusieurs lignes de faille. Bon, il y a une grande ligne de clivage entre la France toujours, mais un peu pour d'autres raisons, entre une France de l'Ouest, mais élargie, c'est-à-dire c'est un peu toute la façade atlantique, et puis une France de l'Est. On va le voir par exemple dans l'attitude vis-à-vis du Rassemblement national, ou dans des départements comme les nôtres, même si le Rassemblement national aujourd'hui obtient des scores importants, il n'a pas du tout la même implantation que ce qu'on va pouvoir retrouver dans l'Est de la France. Donc ça, c'est une première ligne de partage. On a une deuxième ligne de partage entre les grandes métropoles et ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique. Donc on analyse souvent dans le livre le vote en fonction de la distance de la commune à la grande ville la plus proche. Et donc on voit qu'il y a des trajectoires comme ça qui sont assez significatives. On a parfois aussi des réminiscences. Alors c'est plus, j'allais dire c'est plus marginal, mais c'est pas inintéressant, des réminiscences d'une très vieille ligne de faille en France. Par exemple, quand vous analysez le vote pour un candidat comme Jean Lassalle. Jean Lassalle, il s'est présenté 2 fois à vos suffrages, en 2017 et en 2020. Dans le sud-ouest, les Pyrénées plutôt. Voilà, il a fait des. Alors, il peut paraître comme un candidat un peu folklorique, mais il a fait quand même 3% des voix à la présidentielle. C'est 1 million de suffrages. Et quand vous faites la carte du vote Lassalle, donc c'est très fort dans son fief béarnais, puis plus vous en éloignez, plus ça décline. Mais en fait, la carte qui se superpose la mieux à la carte du vote Lassalle, c'est la vieille coupure entre les Pays d'Oc et les Pays d'Oil. Une France du Sud avec accent et une France du Nord et de l'Ouest où il y a d'autres accents. J'ai coutume de dire que Jean Lassalle défendait la ruralité, le maintien des exploitations agricoles, les services publics dans les zones rurales. Et normalement, ça peut parler dans le bocage sartois ou ornais. Sauf que dans tous ces coins-là, quand Lassalle parle, on ne le comprend pas. Vous voyez, il a un accent, mais plus sérieusement, les gens se disent en fait il n'est pas de chez nous. Les mêmes gens dans le sud de la France s'identifient beaucoup plus à lui. Et donc il y a ces différentes strates qu'on essaye de mettre à jour.
Il y a aussi le littoral aussi. Oui, effectivement, donc on parlait de la distance à la grande ville. Du fait des transformations, alors on va revenir peut-être, merci de la perche, on va revenir à Siegfried encore une fois. Donc Siegfried est resté notamment célèbre pour l'analyse d'un canton vendéen qui s'appelle le canton de Talmont-Saint-Hilaire, qui était historiquement coupé en deux selon une logique nord-sud, avec le nord de ce canton qui était conservateur et le sud du canton qui était républicain. Et donc Siegfried avait été analyser ce qui se passait sur le terrain et il avait glané au gré de son, un peu comme un journaliste ou un enquêteur, de son travail de terrain, un dicton local. La Vendée, comme ici, était très paysanne à l'époque, qui avait ce dicton avait très bien synthétisé cette opposition. On disait le granit produit du curé et le calcaire de l'instituteur. Donc je fais la traduction, le granit vote à droite et le calcaire vote à gauche. Et donc il n'y avait pas de déterminisme dans tout cela. C'est qu'en fait le type de sol, de géologie, conditionnait la nature de l'agriculture qui était pratiquée et également l'organisation du peuplement. Et donc en zone calcaire, vous avez moins d'eau. Et donc quand on s'agrège autour des points d'eau, et donc on est sur une petite propriété avec un habitat groupé, donc les idées républicaines avaient plus facilement infusé. Quand les zones granitiques, on était plus sur de la grande propriété, l'habitat dispersé, et les idées conservatrices avaient mieux résisté dans ce coin-là. Ce canton de Talmont-Saint-Hilaire, il est en Vendée, on l'a dit, et il a la particularité d'être avec une façade maritime. Et donc je suis retourné, on a les loisirs qu'on peut, sur les traces de Siegfried, donc dans le canton de Talmont-Saint-Hilaire. Et là, ça s'est complètement métamorphosé aujourd'hui. Il reste encore un peu d'agriculteurs, mais l'activité qui est devenue dominante aujourd'hui, comme dans bon nombre de régions françaises, c'est le tourisme. Et donc aujourd'hui, vous avez toutes les communes de ce canton littoral où les résidences secondaires ont été multipliées par 40 ou 50 en quelques décennies. Il y a des campings. On a créé ex nihilo un port de plaisance qui s'appelle Port Bourgenais. Il y a un golfe. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez, il y a toujours une ligne de faille dans ce canton de Talmont-Saint-Hilaire, mais c'est plus nord-sud, calcaire-granit. C'est est-ouest et vue sur mer ou pas vue sur mer, avec le prix du mètre carré qui ne va pas être le même et les classes sociales dans ces territoires qui ne vont pas être les mêmes. Ce phénomène-là, lié à le développement du tourisme balnéaire, en fait, a reconfiguré tous nos paysages, toute l'économie et toute la sociologie de toute la façade atlantique, par exemple. Et à la dernière élection présidentielle, quand vous regardez la carte, au premier tour, Emmanuel Macron est en tête dans quasiment toutes les communes avec vue sur mer, où le prix du mètre carré est quand même assez important. Et Marine Le Pen reprend l'ascendant en moyenne à 30 km du littoral atlantique. Et alors vous entendez beaucoup de gens là-bas qui disent « nous on est du coin », mais on peut plus payer le vue sur mer. Alors on rappelle à tous les Basques, Bretons et Vendéens énervés, hein, que s'il y a des méchants Parisiens qui ont acheté, c'est qu'il y a des Bretons, des Basques ou des Vendéens qui à un moment ont vendu, ils n'ont pas gardé les terrains pour les enfants. Et donc voilà, les classes sociales se recomposent et ça nous permet aussi de toucher du doigt les changements économiques. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'intéresser aujourd'hui à la nature des sols, mais il reste 380 000 agriculteurs en France, donc c'est plus eux qui vont faire la météo électorale. Et en revanche, c'est l'activité qui va être dominante. Et dans ce type de territoire, c'est la question du tourisme, avec tout ce qui va derrière, hein, la construction immobilière, l'hôtellerie-restauration, etc., etc. Et quand vous connaissez un peu ces régions, mais je pense qu'on aurait le même phénomène sur le littoral normand, à quelques kilomètres de la côte, l'ambiance est différente, vous ne rencontrez pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes types de commerce, et in fine, les votes diffèrent assez sensiblement également. Mais alors là, du coup, on parlait de l'influence des territoires sur le vote et comment localement ça peut influer. Mais est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler les grandes tendances qui ont aussi fait évoluer ce basculement depuis les années 80 ? Moi, j'en ai relevé, par exemple, la fin du catholicisme, la désindustrialisation, le communisme. Donc, c'est des choses qui cimentaient notre société de manière générale. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres ou ouais. Alors peut-être revenir à déjà ce qu'il y avait avant, la France d'avant, parce qu'on parle de France d'après, donc c'est France d'après quoi ? C'est pas d'après le Covid, hein, c'est d'après la grande métamorphose. Cette France d'avant, en gros, si on fait remonter les compteurs pas trop loin, en gros à la Libération, jusqu'à la fin des années 70,
En fait, on avait une France qui était, et avant cela, qui était organisée en deux blocs. On revient encore avec un bloc plutôt de droite qui était catholique, ou d'influence catholique, et puis un bloc de gauche qui était plutôt sécularisé et laïque. Il y a des grands films de sciences politiques qui s'appellent Les aventures de Don Camillo et Pépone, qui racontent bien ça dans la France alors c'est l'Italie, mais ça marchait aussi en France. La France des années 50-60, si vous prenez cette matrice Don Camillo Pépone, là, en 1960-61, donc c'est avant le Concile de Vatican II qui va changer quand même beaucoup de choses dans l'Église, les enquêteurs de l'IFOP, quand ils interrogent un échantillon de Français, il y en a 35% qui leur disent qu'ils vont à la messe tous les dimanches ou plus. Alors c'est déjà minoritaire, mais ça fait 35%, c'est une minorité de blocage en fait. Et vous voyez l'ambiance de l'époque. Le premier item de réponse proposé, c'était vous y allez tous les dimanches ou plus. C'était fromage et dessert. C'était le dimanche plus un autre jour. De l'autre côté, chez Pépone, si vous prenez l'élection présidentielle de 1969, le candidat communiste, Jacques Duclos, il fait 22% des voix. Et donc ça fait 35% de catholiques pratiquants versus 22% de communistes. Pas de risque de double compte. Celui qui avait la carte, en général, n'allait pas à la messe. Et donc ça faisait quasiment 6 Français sur 10 qui étaient soit fervents assidus à la messe, soit électeurs communistes. Donc 60% de la population. Et aujourd'hui, cette bonne vieille matrice Don Camillo Pépone, dans mon échantillon de 1000 personnes à l'IFOP, j'ai un Fabien Roussel qui a fait 2,5% des voix, et on a entre 3 et 4% de Français qui vont à la messe 1 à 2 fois par mois. Donc le total Don Camillo Pépone, aujourd'hui, c'est 5 ou 6%, alors qu'au début des années 60, il y a 2 générations, c'était 60%. Et donc l'effondrement de ces deux blocs a produit ce que moi j'appelle l'archipélisation, la recomposition des opinions politiques. On a parlé, donc derrière l'effondrement du vote communiste, on a bien évidemment la chute du mur de Berlin, mais les choses avaient commencé avant, avec toute la désindustrialisation, puisque dans bon nombre de territoires, le vote communiste, alors, hormis quelques endroits où il était lié à des zones de paysannerie assez pauvres, dans le Limousin par exemple, mais sinon dans beaucoup d'endroits, c'était lié à la présence de mines ou d'industries. Ici dans l'Orne, vous avez à côté de Flers, je crois, Saint-Hilaire de Halouse, il y avait une mine où on était communiste. Vous aviez quelques endroits où on avait des cités cheminotes où ça votait communiste. Un peu plus au nord de chez vous, dans le Calvados, autour de Caen, la grande ceinture industrielle autour de Caen votait communiste. Les mines de fer à Potigny, etc., ont voté communiste. Et tout ça s'est effondré ou a fermé dans les années 70-80. Et avec un temps de retard, ces votes ont périclité. Et de l'autre côté, le vote de droite classique dans une France rurale et catholique, c'est par exemple tout le bocage du Don-Frontais, tout l'Ouest, passé la Conception, tous ces endroits-là, où il y avait une sociabilité particulière. Donc, même quand la pratique a décliné pendant encore 15 ou 20 ans, les votes ont suivi. Et puis, au moment des renouvellements de génération, les changements de mode de vie, tout ça a fini par disparaître. Et donc, on est aujourd'hui dans un paysage électoral qui se recompose, je disais, en fonction du prix du mètre carré, l'influence de certains modes de vie, de nouveaux sujets de fracture, puisque le clivage gauche-droite en France s'est d'abord constitué sur l'affrontement entre les laïcs et les catholiques, puis on a articulé ça avec le capital et le travail sur le bon vieux clivage gauche-droite. Et donc aujourd'hui, tout ça pèse encore un peu, mais on a de nouveaux sujets. La question de l'immigration, quand j'ai parlé de la France de l'Ouest et de la France de l'Est, on a une France de l'Ouest qui est moins concernée par les phénomènes migratoires, et donc les recompositions électorales sur ce thème-là se sont faites différemment que dans l'Est de la France, par exemple. Alors j'allais vous poser une question sur les sources, mais je me dis c'est peut-être le bon moment pour que vous nous expliquiez votre concept assez rapidement d'archipélisation, si tout le monde n'a pas lu votre livre. Alors on revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur ces deux blocs qui organisaient à peu près 60% de la société française au début des années 60, et ces deux blocs s'étant effondrés. On en a une multitude. On a une multitude, voilà. Et donc on n'a pas retrouvé encore aujourd'hui de nouveaux clivages ou de nouvelles institutions
ou de nouvelles forces politiques, religieuses, spirituelles ou sociales qui puissent organiser autour d'elles et agréger des blocs très importants de population. Et donc on a ce phénomène de fragmentation qui s'opère, qu'on constate à tous les niveaux. Donc il n'y avait pas que l'Église et le parti qui organisaient la société française, il y avait aussi par exemple les grands médias de masse qui n'ont pas disparu mais qui n'ont plus du tout la force de frappe ou l'influence qu'elles avaient, alors là pas dans les années 60, hein, même dans le milieu, fin des années 80, TF1 fait 45% d'audience. Et donc on rappelle à tous les jeunes de la salle qu'à l'époque il n'y a pas de replay, et donc si vous faites 45% d'audience, ça veut dire que le lendemain matin, à la machine à café, à l'atelier ou dans la cour d'école, 4 personnes sur 10, la veille, ont regardé la même chose. Et donc on peut être d'accord ou pas d'accord, mais on a un sujet de discussion, d'engueulade en commun. Aujourd'hui, TF1, c'est 18,5% d'audience. Donc ils sont encore leaders, mais vous voyez qu'en une génération, ils sont passés de 45 à 18. Regardez la diffusion aussi des grands magazines. Le Nouvel Observateur, l'Express, Le Point. À la grande époque, ces journaux tiraient à 500 000 exemplaires. Alors aujourd'hui, il y a la lecture sur Internet, mais quand vous regardez la diffusion, on est sur des pratiques qui sont beaucoup plus restreintes qu'historiquement. Et donc, tous ces acteurs qui donnaient une cohésion ou diffusaient une vision commune à des pans entiers de la société, aujourd'hui sont moins puissants. Et donc, tout ça s'est fragmenté. Et avec mon tropisme géographique, c'est ça que j'ai appelé l'archipélisation de la société française. Alors attention, dans un archipel, souvent on parle la même langue, souvent il y a des ponts ou des navettes de bateaux entre les îles, on commerce, on échange entre les îles, on fait souvent partie d'un même ensemble, mais chacun a son autonomie et quelque part chacun vit sa petite vie dans son île. Et cette fragmentation, selon vous, c'est une période transitoire ou c'est quelque chose qui s'amplifie, que vous observez de plus en plus, ou vous dites ça se recompose et quelque chose va émerger? Alors, c'est assez instable. Je ne considère pas que ça va en s'accentuant. On voit ce qu'on a perdu et comment tout ça s'est dispatché en bon français. Les reconfigurations sont à l'œuvre. Elles ne sont pas complètement stabilisées. Vous voyez que sur les traductions électorales, sur les derniers scrutins, on a eu 3 blocs, mais de taille pas forcément totalement stabilisée. Tout ça bouge, c'est assez fluctuant. Et tout cela nous laisse à penser qu'on est peut-être dans une période transitoire, qu'on va peut-être retrouver de nouveaux affrontements. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Mais je ne sais pas. On cherche, on regarde, on guette. Mais pour l'instant, on ne trouve pas de grandes lignes de faille qui permettraient de réagréger. On est assez attentifs, nous, à l'IFOP, à ce qui se passe notamment dans tout autour de la question écologique, en se disant, est-ce que ça peut pas être un nouveau sujet? Ça peut pas être la nouvelle religion voilà, qui fait derrière. Voilà, avec des pros et des antis, en fait. Et donc, on voit que ça existe dans certains territoires, mais que c'est pas encore arrivé à maturité, en tout cas, pour que ça puisse prendre le relais des vieilles lignes de clivage dont on avait hérité historiquement. Et justement, vous avez évoqué les dernières séquences électorales, donc ces derniers mois, avec des élections européennes, puis une dissolution, puis une recomposition. Quel regard vous portez, vous, sur les derniers mois de cette séquence politique? Alors, on est dans si vous voulez, la suite du processus. Ça ne contredit pas votre thèse? Quand vous regardez les résultats de la présidentielle, au moins le premier tour, parce que le deuxième tour, par construction, on n'a que 2 candidats face à face, mais on était déjà sur une tripartition, avec un candidat Macron rassemblant le bloc central, une Marine Le Pen et un Éric Zemmour sur le bloc nationaliste, et puis Jean-Luc Mélenchon, qui avait quasiment fait le plein des voix de gauche et qui, quelque part, préfigurait un peu le vote Nouveau Front Populaire, qui était en partie un vote utile, qui s'est observé aux législatives. Alors les ordres de grandeur ont bougé, hein, le RN a énormément prospéré en 2 ans. Et ça, vous l'aviez vu venir, le NFP, à un tel niveau, par exemple? Alors, déjà, on n'avait pas vu le NFP, et personne n'avait vu, je pense, notamment... Même pas l'IFOP. Et notamment pas celui qui a appuyé sur le bouton, pas vu se constituer le NFP en seulement 48 heures. Hein. Quand même,
Donc, parce qu'on oublie vite, remettons-nous dans l'ambiance des européennes, où il y a une compétition très vive à gauche entre notamment la liste Glucksmann et la liste insoumise. Il y a aussi les écolos et les communistes, mais ils faisaient davantage de figuration. Et Emmanuel Macron, je pense que quand il a décidé d'appuyer sur le bouton de la dissolution, il s'est dit, vu les noms d'oiseaux qui se sont échangés entre ces deux sous-familles politiques à gauche, en jouant la surprise et la vitesse, il n'y a aucune possibilité qu'ils se mettent d'accord sur une plateforme programmatique, et encore moins sur des candidats communs. Alors, il y avait eu la NUPES en 2022, mais là, on pensait que, vu le niveau d'animosité qui était arrivé, qui s'était manifesté, ce nouveau Front populaire ne pourrait pas voir le jour. Et donc, il a été surpris, nous aussi. En même temps, quand on reprend l'histoire de la gauche, on voit bien comment, et c'est pas pour rien qu'ils se sont appelés Nouveau Front populaire, la très forte, parce que tout ça est... On interagit. La très forte dynamique du Rassemblement national, qui a fait plus de 30% des voix aux européennes, a fait office de ciment. Souvent, on se fédère contre une menace. Et donc, il y avait la possibilité assez avérée d'une victoire du Rassemblement national aux législatives. Et donc, c'est ça qui a servi à dépasser ou surmonter les animosités qui existent et qu'on voit encore aujourd'hui se manifester à gauche, et qui a présidé à cette création. Donc là, c'était un élément de surprise que cette gauche, sous la menace du RN et face à l'urgence de la dissolution, arrive à faire candidature commune aussi rapidement. Et autre élément qui a joué dans le scénario, c'est ce qui s'est passé dans l'entre-deux tours, où là aussi, règle électorale oblige, en l'espace de 48 heures, la gauche d'abord et le camp macroniste ensuite décident de retirer plus de 200 candidats quand ils étaient arrivés troisième. C'est le Front républicain. Le Front républicain, le désistement républicain, pour transformer autant de triangulaires en duels, avec des effets qui étaient difficiles à anticiper. Donc nous, on travaille un peu à l'aveugle, hein. On a nos sondages, mais dans un deuxième tour de législative, il y a une semaine entre le premier et le deuxième tour. Le présidentiel, il y a 2 semaines. Les candidats sont connus que le mardi soir, et nous, on a le droit de sonder jusqu'au vendredi soir. Et donc, on peut faire des sondages nationaux, mais ça vaut pas grand-chose. Et donc, il faudrait faire des sondages circonscription par circonscription. On est à l'aveugle. Et la question centrale, c'était est-ce que le deuxième étage du Front républicain va fonctionner? C'est-à-dire que le premier étage, c'est la responsabilité des états-majors, c'est retirer les candidats. Et le deuxième étage, c'est les électeurs des candidats qui ont été retirés. Est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce qu'ils vont faire barrage? Par exemple, un macroniste va voter pour un candidat de gauche, ou un électeur de gauche va voter pour un candidat macroniste pour faire barrage au Rassemblement national. Je vous donne juste 2 chiffres. En 2022, au deuxième tour de l'élection législative, dans la centaine de circonscriptions où il y avait un duel entre des macronistes et le Rassemblement national a gagné dans 1 cas sur 2. Dans 37%, excusez-moi, 34% des cas. Dans la mesure où les électeurs de gauche n'ont pas tellement bien joué le jeu du Front républicain. Les macronistes les avaient assez mal menés avant les législatives. Et donc on était sur un taux de victoire du RN qui était quand même assez élevé dans 1/3 des cas. Et cet été, dans la même configuration, macroniste contre RN, on est revenu à seulement 17% de victoire pour les candidats du RN parce que le Front républicain a été réactivé dans sa pleine mesure. Vous voyez, et donc ça, on ne pouvait pas l'anticiper. C'est-à-dire, quelle va être l'attitude de ces électeurs dont les candidats ont été retirés? Et quelque chose qui a joué sans doute très fortement, c'est qu'au regard des résultats des européennes et du premier tour des législatives, objectivement, la victoire du RN était possible. Et donc, du coup, ça vous change la météo et le paysage, c'est-à-dire que des électeurs se disent, là, il y a quand même le feu à la maison, et donc on va passer outre
nos considérations et nos critiques vis-à-vis de leurs opposants, et on va aller voter pour eux pour faire barrage. Et donc ça, c'est la grande inconnue, c'était à quelle hauteur se situera le barrage, et il a été réactivé à un très haut niveau. Il y a un autre facteur aussi de difficulté qui peut s'ajouter dans le métier de sondeur. Vous l'évoquez dans votre dernier livre, c'est plutôt un facteur psychologique, donc notamment avec le biais de confirmation où là on se dit bon, les électeurs déjà convaincus de gauche ou de droite, peu importe ce qu'il arrive, globalement ils restent à peu près sur leur ligne. Par exemple, en cas d'événements traumatiques comme les attentats ou des sécheresses ou des catastrophes naturelles, alors que ce que vous appelez le ventre mou, l'électorat flottant en France, tout ça, c'est un électorat qu'on ne peut pas prédire finalement sa manière de voter et qui, eux, vont être facilement influencés par des grands événements. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un peu eux aussi qui font l'élection et qui vous donnent aussi du fil à retordre pour prévoir Effectivement, oui. On a regardé, donc vous avez rappelé ça... On parlait tout à l'heure de Paul Bois là, sur le livre Paysans de l'Ouest. Et donc la thèse de Paul Bois, c'est que cet affrontement entre, un peu comme chez vous, l'Ouest de la Sarthe qui était catholique et conservateur, et puis l'Est qui était plutôt acquis aux idées de la Révolution à la gauche. Siegfried faisait remonter ça, là encore, au sol, à la type de production qui était effectuée. Mais Paul Bois, lui, dit en fait, c'est la Révolution avec la chouannerie, où il y a eu des combats très violents qui ont opposé des familles entières dans les campagnes. Et donc la ligne de faille, elle passait. Voilà. Et donc Paul Bois, lui, parlait d'un traumatisme historique, en disant, voilà, il y a des fois, il y a des événements fondateurs qui vont faire qu'après, pendant des décennies, on s'est raconté la même histoire, il y avait les blancs, il y avait les bleus, et il y avait une ligne de front qui était restée intacte. Et donc en reprenant cette grille de lecture, je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui d'autres événements traumatiques, pas forcément au niveau national, qui peuvent marquer très fortement les populations et faire bouger les votes. Donc vous avez pris deux exemples. On est allé regarder par exemple ce qui se passait dans certaines régions qui avaient été très durement touchées par des catastrophes climatiques. Par exemple les vallées dans les Alpes-Maritimes au-dessus de Nice, vous savez, les vallées de la Roya, de la Tinée, où il y avait d'énormes torrents de boue, tous les villages ont été emportés. D'autres zones où il y a eu des inondations plutôt en plaine, toujours dans le sud de la France, des endroits où il y a eu des grands incendies qui se sont traduits lors d'étés meurtriers ces dernières années par de nombreuses victimes. Et on se dit, peut-être... Ils vont voter écolo. Là, ils ont payé pour voir, ils ont touché la porte du four, et donc peut-être que là, le réchauffement climatique devient très très concret dans ces communes. Et quand vous regardez les évolutions électorales avant-après le traumatisme, il n'y a quasiment aucune évolution, et encore moins de survote pour les écologistes. Même cas de figure, on va aller dans le nord de la France, avec des communes dans le Pas-de-Calais, dans le nord, qui ont été touchées par des inondations en répétition tout l'hiver et l'automne dernier. Et donc là, on se disait, mais peut-être qu'au mois de juin, c'est quand même la bonne pioche là, pour les écolos. Et vous allez regarder le vote écolo dans ces communes du nord et du Pas-de-Calais, le vote est résiduel. Et c'est le Rassemblement national qui fait un carton. De même pour les attentats du Bataclan dans le 11e arrondissement de Paris, qui n'ont pas du tout changé. Voilà, et donc on avait vu, alors rappelez-vous, c'était en novembre 2015, les attentats du Bataclan, du Stade de France et ce qu'on appelait des terrasses à Paris. C'était le 13 novembre, et quelques semaines plus tard, nous votions au début décembre pour les élections régionales. Et donc nous, on avait vu à l'IFOP que entre avant et après les attentats, le vote, les intentions de vote pour le Rassemblement national, alors on appelait le FN, je crois, non déjà le RN avait augmenté, parce qu'on avait mis à l'agenda ces sujets, et donc il y avait une partie de la population qui s'était durcie sur ce sujet-là. Et quelle n'a pas été notre surprise quand on est allé regarder le soir de l'élection dans les bureaux de vote parisiens qui correspondent aux quartiers qui avaient été touchés dans leur chair par ces attentats. La vague bleu marine s'était produite au niveau national, mais dans les endroits concernés au premier chef, il n'y avait pas forcément d'impact, parce que les populations qui vivaient dans ces endroits-là, majoritairement, étaient déjà assez au clair dans leurs convictions. C'était des communes de l'Est, enfin des bureaux de vote de l'Est parisien qui votaient assez à gauche, et il n'y avait pas eu de percée.
Donc on peut avoir des éléments, parfois, des événements qui ont des conséquences un peu contre-intuitives. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément à l'endroit même où l'événement s'est produit que les conséquences électorales vont être les plus importantes. Alors j'avais plein d'autres questions, mais comme je sais que le public va en avoir aussi, je vais vous en poser une dernière avant de faire passer la parole. Moi, c'était apporter une petite critique par rapport à vos ouvrages, où il y a quand même une note assez pessimiste qui ressort de ce tableau et de cette carte de la France. Et donc moi, je voulais vous proposer de ce concept qui a été émis par Sandra Wabian, qui est une sociologue, qui est celui de mosaïque française plutôt que d'archipel. Et donc, où justement, elle parle plutôt de ce qui peut nous rassembler aujourd'hui plutôt que de ce qui peut nous diviser. Donc elle parle de l'émergence de nouveaux lieux communs, de tiers-lieux, d'éco-hameaux, de coworking. Et donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette idée de plutôt de parler de mosaïque que d'archipel, en se disant, oui, il y a des grandes idéologies qui sont terminées, mais il y a peut-être de nouvelles choses qui nous rassemblent et de nouveaux lieux où on peut se retrouver en collectif. Oui, alors en partie, c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans la définition de l'archipel, qu'il y avait des ponts, il y avait des navettes de bateaux entre les îles, que souvent on parlait la même langue, qu'on faisait des échanges commerciaux ou autres. Et donc on voit bien que la France, c'est pas le Liban. Il n'y a pas des communautés qui se regardent en chien de faïence. Ça peut arriver dans certains endroits, mais c'est pas la guerre de tous contre tous. On voit bien, dans des moments très particuliers, comment ces forces de cohésion ou de rappel existent encore. Alors, on cite toujours cet exemple récent, celui des Jeux Olympiques, par exemple. On voit comment le sport peut fédérer. Le sport peut fédérer. Alors, sur un moment donné, parce que la belle parenthèse des JO, elle est un peu loin, là, quand vous regardez l'actualité aujourd'hui. Ça peut être dans des moments joyeux comme dans des moments de deuil. On a parlé tout à l'heure des attentats. Rappelez-vous les grandes manifestations après l'attentat contre Charlie Hebdo. Donc là, il y avait des millions et des millions de Français qui étaient là. Donc on a quand même ces forces de rappel qui sont présentes. Et heureusement, alors ça c'est pour les grands événements. Et puis dans la vie de tous les jours, on a aussi des institutions, des acteurs, des milieux qui inlassablement essayent d'entretenir le ciment entre les pierres pour que les pierres tiennent ensemble. Donc ce sont les services publics, c'est le tissu associatif. Et puis c'est tous les bénévoles qui, comme vous voyez aujourd'hui, organisent ce genre d'événement. Alors il n'y a pas toute la population d'Alençon et alentours qui vient au Salon du Livre, mais c'est des lieux de brassage, c'est des lieux d'échange, et c'est des moments qui sont importants, ce qui fait que la société tient encore debout. Et donc après, c'est en fonction des tempéraments de chacun, ce qu'on voit la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Donc là, on est en train de lutter contre l'archipélisation tout de suite. Exactement. Voilà, on fait du commun, on fabrique du commun et du ciment, donc on vous remercie d'ailleurs pour votre présence. Et donc, mais c'est très loin des JO, mais des manifestations comme ça, vous en avez des milliers tous les jours en France, et c'est ça qui fait qu'un pays tient à peu près debout aussi. Et alors pourquoi vous en parlez moins dans vos livres ? Alors, voilà, j'ai l'occasion d'en parler. Je vous parlais de toutes ces forces de rappel qui, heureusement, sont très présentes, mais moi j'avais à cœur de montrer comment les choses aussi s'étaient délitées. Et puis, l'objet aussi, c'était de peut-être jouer un peu le rôle de lanceur d'alerte en disant, voilà, si on laisse la mécanique se dérouler jusqu'à son terme, voilà à quoi ça peut mener. Alors, souvent on me pose une question qui est la suivante, c'est mais tout ce que vous décrivez, est-ce qu'il n'y a pas la même chose ailleurs en Europe ? Alors si, bien sûr. L'effondrement des grands systèmes religieux, la désindustrialisation, le recul du mouvement ouvrier, les effets de l'immigration, vous voyez partout. Oui, c'est peut-être la maturation d'une société occidentale aussi, tout simplement. Exactement. Mais nous avons une spécificité en France par rapport à tous nos voisins étrangers, c'est que tous nos voisins sont des pays fédérés. Et donc dans leur logiciel, dans leur façon de se concevoir, ils se pensent déjà à la base comme étant multiples. Vous voyez, les Belges avec les Flamands, les Wallons, les Espagnols, les Catalans, les Basques et les Castillans. La Grande-Bretagne, la reine d'Angleterre a poussé le professionnalisme jusqu'à mourir en Écosse. Comme ça, le corbillard a traversé toute l'Écosse pour appeler aux Écossais qui faisaient partie de la couronne. Et donc, quand ils prennent conscience de leur archipélisation propre,
Ils ont quelque part les anticorps et le logiciel pour faire face. Alors que nous, même si ça n'a jamais été vrai, on a parlé des lignes de clivage, on a parlé idéologique, je parlais de la France, de la Languedoc et de la Languedoc. Depuis qu'on est petit, on nous raconte que la France est une et indivisible. Et on se pense collectivement comme ça. Et le jour où on la voit un peu archipélisée, c'est pas forcément un phénomène qui est plus abouti qu'ailleurs, mais on est beaucoup moins préparé psychologiquement à faire face à cette réalité nouvelle. Oui, alors qu'en fait, on peut dire qu'on est aussi une France métissée depuis longtemps, mais qu'on a du mal à l'accepter, à s'en rendre compte. Alors, tout à fait, même si le phénomène de métissage a connu une accélération très importante ces dernières années, mais sans même parler de ce métissage, si on reprend cette mosaïque régionale, vous voyez qu'au lendemain de la guerre de 14, donc on a déjà plusieurs dizaines d'années d'histoire de l'école républicaine avec les hussards noirs qui ont fabriqué des petits Français en expliquant qu'il ne fallait pas cracher par terre et parler breton, ce qui était marqué sur tous les préaux d'école en Bretagne. Le lendemain de la guerre de 14, c'est des millions d'hommes qui sont allés se battre côte à côte dans les tranchées. Et donc là, on peut dire que le patriotisme a été porté à son plus haut niveau. En Bretagne, au Pays Basque, en Roussillon, en Corse, en Provence, au lendemain de la guerre de 14, il y a 70% des gens qui parlent encore en langue régionale à leurs enfants à la maison. Au lendemain de la guerre de 14. Mais dans l'imaginaire collectif, la France était une et indivisible, alors qu'elle était déjà assez diverse. Voilà. Et les solutions qui pourraient émerger justement pour essayer de se rassembler et de sortir de ce genre de crise politique, ça serait quoi, hormis le référendum et la proportionnelle que vous évoquez dans vos livres? Alors, quand je dis... Plus de référendum, pardon. Alors, quand je dis plus de référendum proportionnel, c'est d'essayer de se doter d'outils qui permettent de dépasser les blocages qu'on connaît actuellement. D'autres solutions, elles ne sont pas évidentes, mais c'est essayer de aussi préserver et maintenir et encourager tout ce qui permet de continuer de mettre du lien. J'ai parlé tout à l'heure du tissu associatif, mais on a en France 50 millions d'électeurs et vous avez 500 000 élus en France. Alors souvent, c'est des tout petits élus. Ils sont élus au conseil municipal de leur commune, mais c'est 500 000 personnes. Donc c'est un électeur sur 100 est élu. Et donc vous voyez les services, l'utilité qu'ils peuvent avoir. Donc c'est tous ces corps intermédiaires qui à un moment ont été un peu critiqués. Eh bien, il faut prendre conscience, même si parfois on se dit il y a peut-être un peu de gabegie dans tout ça, etc., du rôle de cohésion qui fait maintenir l'ensemble de l'édifice à peu près ensemble, encore, en tout cas jusqu'à présent. Merci beaucoup. Merci vous. Je vais vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, de poser une question. Alors, je crois que c'est important de bien parler dans le micro pour la question, parce que c'est enregistré, donc pour les personnes qui voudront voir ensuite, c'est important d'attendre d'avoir le micro. Alors, est-ce qu'il y a un ou une question à poser? Là, devant. Il arrive, le micro. On n'entend pas beaucoup. Poser deux questions auprès d'une. En introduisant la notion d'âge, c'est pas branché, je suppose. Les Français ne s'entendent pas bien. Donc deux questions pour le prix d'une, en prenant le critère de l'âge. C'est est-ce qu'on peut caractériser un vote jeune et un vote vieux? Et deuxième point, est-ce qu'on peut, à partir de la coloration du vote jeune, imaginer l'évolution globale du vote national? Merci pour vos deux questions qui sont liées. Donc je vais essayer de répondre à la première. On a effectivement des écarts assez marqués entre le vote des, on va dire, les moins de 35 ans et les votes des 65 ans et plus, sans jamais oublier ceux qui sont entre les deux. Si je caricature et que je vais très vite, le candidat qui va arriver en tête chez les moins de 35 ans, c'est Jean-Luc Mélenchon. Chez les 35-65 ans à la présidentielle, c'est Marine Le Pen. Et chez les 65 ans et plus, c'est Emmanuel Macron. Alors,
vous avez aussi des 65 ans et plus qui votent Mélenchon, des jeunes qui votent Macron, etc. Une fois qu'on a dit ça, c'est l'éternelle question en sciences politiques, c'est est-ce qu'on est ou en sociologie, c'est est-ce qu'on est sur un effet d'âge ou un effet de génération. En disant aujourd'hui ils votent à gauche, mais dans 20 ou 30 ans, quand ils auront grandi, les méchantes langues disent quand ils paieront des impôts, je retire, parce qu'à 35 ans vous en payez déjà, leur opinion va changer. Ou est-ce qu'au contraire, c'est une génération qui s'est constituée dans un référentiel idéologique, et puis, de loin en loin, elle va suivre cela. Donc, l'histoire n'est pas complètement écrite, mais on a des choses qui bougent quand même assez fortement. Donc, retenons l'idée que le vote est assez segmenté par âge aujourd'hui en France. Vous voyez par exemple récemment Jean-Luc Mélenchon, propos volés par un micro qui traînait, qui dit à ses lieutenants dans le cadre d'une manifestation, mettez le paquet sur les quartiers populaires et sur les jeunes, le reste on perd notre temps. Et donc ils ont bien intégré que la jeunesse était un électorat qui leur était plus favorable et qu'il fallait absolument travailler. Et inversement, quand Emmanuel Macron décide de faire la réforme des retraites, quelque part, il conforte le seul groupe social qui était très majoritairement favorable à la réforme, à l'allongement de la durée de travail, c'est ceux qui ne travaillent plus. Voilà. Donc, et ce sont ses électeurs. Alors, qui n'étaient pas complètement ses électeurs au début, mais qui beaucoup ont basculé à ce moment-là. Est-ce que les choses peuvent évoluer dans le temps ? L'avenir nous le dira, mais si on regarde rétrospectivement les choses, si on prend par exemple le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, donc c'était le fameux affrontement entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. À l'époque, donc, il y avait une mobilisation très forte contre le Front National. Et si vous prenez les 18-24 ans de l'époque, ils n'avaient voté qu'à 8% pour Jean-Marie Le Pen. Alors c'était Jean-Marie Le Pen. Et eux, ils avaient 20 ans, il y avait un vieux monsieur, etc. On peut suivre cette cohorte générationnelle en regardant, elle a aujourd'hui 45 ans, en regardant ce qu'elle a voté au deuxième tour de 2022, où il y avait de nouveau un candidat Le Pen, mais c'était la fille. Alors ils ont à peu près le même âge maintenant, ces électeurs avec la candidate. Je vous accorde que le programme et l'orientation de la fille n'est pas exactement celui du père, mais ces gens qui ont aujourd'hui autour de 40-45 ans, en 2022, ils ont voté à 45% pour Marine Le Pen, alors qu'ils avaient voté qu'à 8% pour le père 20 ans avant. Donc le décor a changé aussi, mais vous voyez comment une cohorte générationnelle peut, au fil du temps, au gré des évolutions qui sont les siennes, elle aussi voir son comportement électoral se modifier. Une autre question dans le fond. Merci. Que pensez-vous du mouvement des Gilets jaunes et savez-vous ce que sont devenus les cahiers de doléances et pensez-vous que leur analyse aurait peut-être pu éviter la montée du Front National ? Merci pour votre question. Donc, cette crise des Gilets jaunes, pour nous, a été un événement politique et social majeur. Alors là non plus, l'IFOP n'avait pas vu arriver l'événement. Une fois que l'événement s'est déclenché, quand on a vu la tournure qu'il prenait, les lieux qui étaient investis, le type de public qui se mobilisait, on peut ensuite refaire l'histoire en disant bon sang, mais c'est bien sûr. Mais sauf que vous ne saviez pas à l'avance si la mayonnaise allait prendre, si on veut parler un peu familièrement. Donc ça a été un mouvement massif, plusieurs centaines de milliers de personnes, Alors, il y a eu plusieurs phases dans ce mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu les premiers ronds-points, puis après, vous savez, on parlait d'actes tous les samedis, donc acte 1, acte 2, donc ça a duré des mois et des mois. Et au fur et à mesure, c'était plus exactement les mêmes publics en fin de mouvement par rapport à tous ceux qui s'étaient mobilisés initialement. Si on regarde le mouvement originel, on était plutôt sur des caractéristiques à la fois sociologiques, géographiques, périurbain surtout. Voilà. Donc sociologique, c'était plutôt des gens qui étaient des actifs,
salariés ou indépendants. Donc vous allez avoir, je caricature, mais l'auxiliaire de vie en EHPAD, qui a statut public, un cariste ou un conducteur d'engin d'une entreprise de BTP, statut privé, et puis un indépendant, un plombier, un électricien, etc., qui se retrouvaient ensemble sur les ronds-points. Ils avaient en commun le fait d'habiter à peu près dans les mêmes endroits, c'est-à-dire en périphérie des grandes villes, de gagner assez moyennement leur vie, d'avoir des fins de mois difficiles, tout en payant des impôts. Et on l'a énormément entendu, et on l'entend toujours, cette phrase qui nous dit « je suis trop riche pour être aidé ». Donc je suis au-dessus des minima, on va payer plein pot la cantine des enfants, etc. Mais pas assez pour bien vivre, ou pas assez pour m'en sortir. Ce que les sociologues appellent les petits moyens, dans un jeu de mots, hein, c'est ceux qui ont des petits moyens et qui sont aussi les plus petits des moyens, juste au-dessus de la ligne de flottaison. Avec, comme vous l'indiquiez, une autre caractéristique, qui était une caractéristique en termes de lieu de résidence et de mode de vie, c'était des gens qui étaient extrêmement dépendants au quotidien de la voiture. Donc nous on appelle ça le peuple de la route, c'est-à-dire que c'est les gens qui toute la journée, enfin plusieurs fois par jour, sont au volant pour emmener les enfants à l'école, pour aller travailler, pour faire leurs courses, et donc pour qui les prix des carburants, le durcissement du contrôle technique, les radars automatiques, tout ça c'est des vrais sujets. Et vous voyez, si on revient à notre France insoumise, qui a été elle aussi assez surprise lors du déclenchement du mouvement, instantanément ils se sont dit que ce n'était pas les leurs qui étaient sur les ronds-points. Puis dans un deuxième temps, Jean-Luc Mélenchon a dit voilà, il faut essayer de, comme on dit à gauche, pratiquer la convergence des luttes. Et l'objectif, c'était de faire rentrer la population des quartiers, des banlieues, dans le mouvement des Gilets jaunes, qui pouvaient avoir en commun le fait d'être en fin de mois difficile, etc., mais qui avait une caractéristique qui les singularisait de notre population des Gilets jaunes, c'était leur lieu de résidence et leur plus faible dépendance à la voiture au quotidien. Et vous voyez qu'en dépit des efforts de certains militants, la France des quartiers, elle ne s'est pas retrouvée, elle ne s'est pas identifiée dans le mouvement des Gilets jaunes. Que sont devenus les cahiers de doléances? Alors, on a un pays qui est bien organisé, tout ça a été archivé, tout ça a même été numérisé. C'est numérisé, donc je pense qu'il y a des générations d'étudiants ou de thésards qui travaillent peut-être déjà sur... Ils le font, on le voit dans le documentaire de France 3 sur les doléances, justement, qui travaillent sur ce sujet-là. Alors, il y a déjà des choses qui sont sorties, qui sont très intéressantes. On voyait bien évidemment que la revendication numéro 1, c'était abroger l'augmentation de la taxe, qui avait été la cause déclencheuse. Et puis la deuxième revendication, qui pour le coup a été entendue par le gouvernement, et qui peut surprendre de prime abord quand on la regarde comme ça, mais qui dit beaucoup de choses sur le mouvement, en tout cas sur les gens qui s'étaient mobilisés, c'était assurer le paiement des pensions alimentaires non versées. Et donc on dit, mais c'est quoi le rapport avec une taxe sur les carburants? Bien, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des mamans solo, des familles monoparentales qui étaient sur ces fameux ronds-points. Et il faut savoir qu'en France, 40% des pensions alimentaires ne sont pas versées. Donc ça, c'était une des revendications. Donc le gouvernement a tiré des conclusions de tout cela. Et donc aujourd'hui, c'est la caisse d'allocation familiale qui va payer la pension alimentaire. Et c'est plus la maman qui doit ensuite faire les démarches si l'ancien conjoint ne paye pas, c'est la CAF qui va se retourner. Donc ça, c'est une conséquence un peu inattendue du mouvement des Gilets jaunes. Alors, est-ce que si on avait davantage pris en compte, écouté le Rassemblement national, n'aurait pas atteint le niveau qui est le sien, chacun jugera, mais vous voyez comment, par exemple, lors de la campagne des européennes, Jordan Bardella a mis au cœur de son discours la question du passage obligatoire à la voiture électrique en 2035. Sujet qui était assez peu abordé par d'autres candidats. Alors on peut dire, c'est pas complètement incohérent de le faire, puisque c'est ça va être un choix européen, donc comme on parlait des élections européennes. Lui, il le faisait pourquoi? D'une part, pour fustiger Bruxelles, c'est dans leur habitude. Deuxièmement, pour expliquer que c'était un truc de bobo, etc., que eux, ils avaient les pieds sur terre et qu'ils voyaient que c'était une aberration. Mais troisièmement, c'est parce que c'était la façon de parler, encore une fois, à ce peuple de la route, en disant, nous, on sait comment vous vivez, et on sait que ça va être très compliqué à Argentan, à Flers, d'avoir des bornes de recharge. Avoir des bornes de recharge, voire même de pouvoir se financer quand
Déjà, on dit qu'on est trop riche pour être aidé, pas assez pour bien vivre. Et donc, si en horizon 2035, je suis obligé de m'acheter une voiture électrique, ça va pas fonctionner. Est-ce que derrière, ils avaient des solutions? Là encore, chacun jugera. Mais le fait est qu'ils ont utilisé cet objet pour envoyer un signal et un message à toute cette France. Dernier point là-dessus, dans le débat d'entre-deux tours de la présidentielle, Marine Le Pen était face à Emmanuel Macron et à un moment, pour illustrer une de ses mesures qui visait à ramener à zéro la TVA sur les produits pétroliers, elle avait pris l'exemple suivant, en disant: prenons l'exemple d'une famille qui se chauffe au fioul. C'est sûr, quand vous chauffez au fioul, quand vous faites le plein en début d'hiver, si on supprime la TVA, l'économie va être substantielle. Mais pourquoi elle fait ça? Eh bien, encore une fois, pour allumer un signal dans toute cette France périphérique. À Paris ou dans les centres-villes, on ne se chauffe pas au fioul, ou très peu. Et donc, même si la mesure peut paraître ensuite démagogique ou autre, le simple fait qu'elle prenne ce type d'exemple, eh bien, provoque un phénomène d'identification ou d'empathie dans une partie de l'électorat. Ce que les jeunes diraient de la manière suivante: au moins, eux, ils nous calculent. Même si derrière, on ne va pas être d'accord sur ça. Ils voient nos difficultés, ils nous prennent en charge et on fait partie de la photo. Vous savez, c'est Raphaël Glucksmann qui racontait ça, qu'il avait été faire campagne notamment à Calais, donc une zone qui vote beaucoup pour le Rassemblement national, et il discute à un moment avec une dame qui s'avérait être une électrice du Rassemblement national, puis elle est assez sympathique, elle est courtoise, on discute, et à un moment on lui dit: mais en fait vous êtes un peu assez sympa, et pourquoi quand même vous votez pour le Rassemblement national? Et cette dame lui dit les yeux dans les yeux, et c'est lui qui le raconte toujours. Il dit: mais parce que Marine, alors déjà elle l'appelle Marine, vous voyez, donc Marine, c'est la seule qui n'a pas honte de nous sur la photo. Et donc le Rassemblement national a été en capacité de créer ce que nous on appelle l'empathie de point de vue, c'est-à-dire il parle à une certaine France et il l'intègre dans la grande photo. Et même si ensuite les mesures qui peuvent être proposées peuvent ne pas rencontrer l'assentiment de ses électeurs, le simple fait de les intégrer dans la photo et dans le récit, pour toute cette France-là, ça n'a pas de prix. Et donc c'est ça qui construit le lien très fort avec cet électorat. Chaque famille politique aujourd'hui parle à sa France en fait dans l'archipel. Vous regardez le profil des candidats qui sont présentés, on voit bien comment les choses se positionnent. Une question de récit. De récit et d'identification et d'attention. Vous savez, historiquement, on disait: pour qui se bat-on? Et alors, c'est aussi des stratégies en termes de recrutement de candidats. Vous voyez, quand le Parti communiste se revendiquait parti de la classe ouvrière, une bonne partie de ces candidats étaient issus de cette France ouvrière. Ils étaient cheminots, ils étaient métallos, ils étaient mineurs. Ils n'avaient pas fait d'études et le parti les avait formés. Ils avaient commencé conseillers municipaux, puis maires, puis conseillers généraux. Et ils faisaient la fierté de leurs anciens camarades en disant: il est de chez nous, celui-là il parle comme nous, il a les mêmes références. Et donc ça crédibilisait le discours. Quand vous faites l'analyse sociologique des candidats présentés par chaque parti politique, on voit dans quelle France on recrute et on voit quelle France, quelque part, même inconsciemment, on va viser, on va essayer de représenter. Alors, je crois qu'on arrive à la fin. S'il y a une toute dernière question, on peut aller. Une toute dernière, rapide, si c'est possible. La réponse sera rapide. C'est moi qui parle trop, rapide. pardon. Merci. Quid de la probité d'un certain nombre d'hommes politiques et le risque de voir une partie de la population se désintéresser du monde politique? Alors, la messe est dite depuis longtemps en la matière. En tout cas, si on regarde les enquêtes d'opinion, quand on lance des sondages sur l'image que les Français ont des politiques, d'une manière générale, est-ce qu'ils sont compétents, à l'écoute des Français, etc., etc. Et à un moment, il y a honnête versus corrompu. Et donc, le côté corrompu, en général, vous avez à peu près 6 à 7 Français sur 10 qui vous disent d'une manière générale: moi, l'idée que j'en ai, ils sont corrompus. Alors, quand on rentre dans le détail, ce que je disais tout à l'heure, notamment dans des territoires comme les vôtres, on dit: ah, non, mais là, je parlais pas du maire de ma commune ou autre, là, lui, on le connaît, etc., etc. Mais ceux qui sont en haut, là, en haut de l'affiche, il y a une très piètre estime.
Vous voyez que les procès à répétition, alors d'abord il y a eu le MoDem, ensuite il y a eu la France Insoumise, maintenant c'est le Rassemblement National sur cette affaire par exemple, parce qu'il y en a d'autres, hein, d'attachés parlementaires européens qui auraient été utilisés à des fins du fonctionnement du parti plutôt qu'au fonctionnement du Parlement européen. Quand vous regardez dans le détail, le parti qui passe au tourniquet ne va pas forcément complètement en pâtir. Il n'y a pas en général de tassement de sa popularité. En revanche, ça entretient le bruit de fond que, en fait, il y a cette forme de corruption, etc., qui est très largement surestimée de mon point de vue, mais qui existe et qui fait partie de l'imaginaire collectif. Est-ce que alors, ça contribue à créer une distance entre le politique et les électeurs. Néanmoins, ces derniers, très massivement, se mobilisent encore, et fort heureusement, lors des scrutins qui sont vraiment importants. Vous voyez, à la présidentielle, c'est quand même 75% de gens qui vont voter, ce qui n'est pas rien. Là, on nous abreuve de grands récits sur l'élection américaine, qui, en partie à juste titre, va quand même décider de pas mal de choses dans le monde entier dans les années qui viennent. Si aux États-Unis, dans 15 jours, ils ont 50% de votants, ce sera la fête. La plus grande démocratie du monde. Nous, on est à 75% sur une présidentielle. Et vous voyez qu'aux européennes, c'était pas terrible, mais les législatives inattendues provoquées par la dissolution, on a eu plus de 65% de Français qui se sont déplacés aux urnes. C'était début juillet, on venait de voter, on aurait pu dire bon ça va, on en a ras-le-bol. Quand l'enjeu est d'importance, en dépit du... Donc du coup, vous voyez, il y a 65-65, donc ça veut dire qu'il y a toute une partie de gens qui pensent qu'ils sont corrompus, les politiques, mais pour autant, lors du scrutin décisif, eh ben, ils passent outre et ils vont quand même voter. Alors voilà. Donc un constat plutôt optimiste. Sur cette fin-là, voilà, quand l'enjeu est grave, les gens savent se mobiliser. Et encore une fois, quand on se compare à d'autres grandes démocraties, en termes de taux de participation, on se tient quand même plutôt pas trop mal. Et cette question de la corruption, c'est pas une spécificité française, hein. On prend toujours l'Allemagne en exemple. Il y a eu des scandales de corruption très importants ces dernières années. En Grande-Bretagne, grand pays parlementaire, il y a eu un énorme scandale qu'on appelait le scandale des notes de frais, où des dizaines de parlementaires avaient détourné les notes de frais pour restaurer leur logement, etc., etc. Donc, la corruption en Espagne également. Donc ça existe dans toutes les démocraties. Je ne pense pas que chez nous ce soit plus marqué qu'ailleurs, mais ça fait partie du discours commun qu'on entend. Et hélas, quand ces affaires sont médiatisées, eh bien ça alimente ce discours-là. Ça ne sera pas le sujet de votre prochain livre, vous n'avez pas encore décidé? Non, ce ne sera pas là-dessus. Non. Merci beaucoup. Vous savez? Non, pas encore. Enfin, je travaille, je regarde des choses. Trop de choses ont émergé ces derniers mois. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on digère, tous les événements. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de vos questions. À vous. Merci de votre